Bon, vous aimez tellement ça, les potins, j'en ai un autre. Oh, calmez-vous. Ben, je savais, c'est toi qui me l'as appris. Eugénie Bouchard serait en couple? Oui, ben ça semble être plus qu'un potin. C'est elle qui l'a. J'en sais rien. Qui en a fait la promotion sur son compte Instagram. T'as-tu une deuxième source? C'est ça? Est-ce que Taylor est toujours avec... on le sait pas, si ça. On le sait pas, hein? On le sait pas. Ça, toi, t'avais zéro source la dernière fois qu'on en a parlé. J'avais zéro source, t'avais Jack. puis on a mis ça au clair, là. Ouais, parce que c'est ça, Jack nous a dit que c'était peut-être une mise en scène. On monitor la situation. Non, parce que je commence avec ça parce que, tu vas voir, il y a un plan, OK? Calme-toi. Jenny sortirait avec le fils d'un super mannequin. C'est ça, une super mannequin de l'époque des années 90. Exact. D'ailleurs, apparemment, il y a une série sur Netflix qui met en vedette cette belle époque-là, avec en tête Cindy Crawford. Ah! Et on me dit que c'est Christy Brinkley. Donc, Eugénie sortirait avec le fils de Christy Brinkley, mais tout ça, c'est accessoire parce que je te fais une passe sur la palette. L'as-tu déjà dit dans ce balado? Aucune idée. Ça se peut, ça serait ton genre. Ouais, mais notre Alex, il a déjà interviewé Cindy Crawford. Ouais. Oui, c'est pas sur ta bio Twitter. Mais oui. C'est genre cool le Canadien et j'ai déjà interviewé Cindy Crawford. C'est pas marqué sur ton T-shirt. Mais oui, c'est marqué sur son T-shirt. Ce qui est étonnant, c'est plus où l'entrevue a eu lieu. Dans un brick à Laval. C'est quand même surprenant. À Laval? Je pensais que c'était dans les non, c'était à Laval parce qu'à l'époque, nord-est. À l'époque, j'étais tout jeune pigiste. Là, je commençais, puis je faisais de la pige. J'étais dans les abdos transcontinentales. Les abdos transcontinentales, c'est un bizarre de la C'est pour ça que je faisais de la pige à la presse écrite parce que j'ai de la misère à m'exprimer. C'était mieux que les médias numériques. Et le Courrier Laval m'avait envoyé rencontrer Cindy Crawford qui lançait une ligne de meubles là, ou de fauteuils dans un brick. Ça, ce fauteuil-là. Au centre Laval ou au Carrefour Laval, je m'en souviens plus. Moi, j'arrivais d'un mariage. J'étais dans un mariage la veille. Oui, je me rappelle. Que j'avais encore mon saut de la veille. Que j'avais dans lequel tu avais dormi? Pas tant, mais dans lequel j'avais dansé. Tu te mettre propre pour Cindy Crawford. Je m'étais mis propre pour Cindy, mais c'était quand même un saut qui avait dansé la veille. Je me rappelle de ça. J'étais très intimidé. J'avais 22, 23 ans. J'étais très, très intimidé. Mais oui, parce que c'était... Moi, j'ai le double de cet âge-là aujourd'hui, puis j'en parle, puis ça m'intimide. Cindy Crawford, quand moi j'étais jeune, c'était une icône. C'était Claudia Schiffer et compagnie. C'était ce gang-là. Donc... Très intimidé. Probablement qu'elle, en y repensant puis en se disant « Je suis dans un brick à Laval », la dernière préoccupation qu'elle a, c'est « Qu'est-ce que le kid qui m'interviewe pas? » C'est sûr, mais quand tu as 22 ans, tu penses à tout ça. Tu penses à ça. Tu es intimidé. Ce qui m'ouvre la porte à te demander, Marc-Antoine, c'est qui la célébrité hors hockey la plus importante que tu as interviewée? Y en a-t-il seulement une? Ça pavane. Monsieur Beat du Canadien depuis 20 ans, mais pas fait grand-chose d'autre. Probablement pas. Non, il aurait fallu que tu m'apposes avant pour que j'ai eu le temps de réfléchir, parce que sinon, ça va faire bien des silences dans notre émission. Puis je pense qu'on a des choses à parler de. Est-ce qu'il y en a quand même, sans en nommer, ou t'as rien qui égale ça, là? Non. Si t'avais quelque chose qui égale ça, je pense que ça te serait venu. OK, mais quand on apprend Jean Charest? C'est pas pire. J'ai déjà posé une question, moi, Jean Charest. Tu l'as dit avec un tel manque d'enthousiasme. tu t'es presque excusé. Oui, c'est ça. Jean Charest. Non, punition dans le coin. OK. Aujourd'hui, y a-t-il une super vedette dans cette équipe-là? On se fait un palmarès des rivalités du Canadien et une autre tuile s'abat à Tampa Bay. C'est tellement hockey, épisode 259. Avec vos journalistes affectés à la couverture du Canadien et du hockey, j'ai nommé messieurs Alexandre Gascon et monsieur Marc-Antoine Godin. Vous êtes salués. Bonjour. Bon matin. Alexandre Coupal. Je m'appelle comme ça. Identité. Rapide, dur à jouer contre. Dans tous les départements, que ce soit physique, que ce soit intellectuellement, stratégiquement. Je vais être dur à jouer contre. Ah, Martin Saint-Louis, à qui on a demandé une très bonne question. Bon, peut-être un peu tôt, mais c'est pas grave. On se la prend en note, puis on garde ça en tête. On lui demandait quelle identité il voulait donner à cette équipe-là. Vous l'avez entendu, dur à jouer contre. Et il se dit encouragé de ce qu'il voit jusqu'à maintenant. Michel Therrien disait la même chose également. C'est une bonne identité. Mais je connais pas une seule équipe qui dit nous autres, on sera pas dur à affronter. C'est comme ça va de soi. On veut être sympathique. Qui fait la base du jeu de hockey. Mais tu dis on veut être sympathique. Je pense qu'il y avait chez certaines personnes dans l'organisation du Canadien l'année dernière une
préoccupation d'être un peu moins gentil. OK. Et ça va être... Donc, quand Martin Saint-Louis a parlé il a utilisé l'expression anglaise « pack mentality », de pouvoir, un phénomène de meute. C'est ça, une attitude de meute. La meute, il y a comme c'est comme, moi je dirais la troupe. Il y a une connotation autour de la meute. Une meute de loup, là. Une meute. Je sais, mais regarde, on vit dans le présent. De la récupération. Okay. Mais alors, le pack mentality. Oui, alors, donc, bref, on se tient les coudes serrés, puis on va à la guerre ensemble. Ce qui est une mentalité incontournable, surtout dans le contexte d'une jeune équipe qui est appelée à grandir ensemble puis qui va passer... Les principaux joueurs vont passer, en principe, plusieurs années ensemble. Donc, arrangez-vous pour vous arranger. Arrangez-vous pour pouvoir bien vous entendre puis être solidaires les uns les autres. Donc, ça, c'est des principes qui sont de base puis qui sont à la base d'une équipe saine. Cela étant dit, après ça, il parle d'être difficile à affronter au plan intellectuel, au plan stratégique. Là, on reconnaît davantage la signature de Martin Saint-Louis. Ouais. L'année dernière, tu as l'air au courant, il y a 2 ans, clairement, c'était une équipe facile à affronter là, quand tout s'écroulait. Rappelez-vous Jeff Petrie qui se baladait quand Samuel Montembeault se faisait arracher la tête devant lui. Ça s'est en partie réglé l'année dernière. Je pense que l'arrivée d'Arbor Xhekaj n'y était pas pour rien, on s'entend. Mais peut-être, sûrement, Marc-Antoine a raison, ça semble être appuyé sur des faits, ce qu'il nous dit. C'est comme il raconte, là, c'est normal. Là, c'est tout simplement... Non, je sais. Puis c'est juste une façon d'ouvrir. Puis évidemment, c'était un peu le thème de la semaine avec l'équipe de fiers à bras que les sénateurs ont... Ça, c'est insultant. Moi, il y a un recruteur qui m'a même envoyé la formation par texto quand elle est sortie, en disant « Oh là là, ça va brasser. » Ben, à ce point-là. Je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais ce que je te raconte est arrivé. Non, je te crois. Mais c'est de bonne guerre, par exemple, parce que, tu sais, selon ce qu'on a compris, les sénateurs n'ont pas envoyé leur formation très, très longtemps en avance. Puis Martin Saint-Louis a dit, si je l'avais su plus tôt, peut-être que j'aurais géré mes choses autrement. Mais dans un contexte où ces équipes-là sont appelées à s'affronter, souvent, puis que, bon, il n'y a pas grand nombre de cette équipe-là qui va se retrouver à temps plein avec les sénateurs. Non, c'est ça. Alors, tu sais, il y a une vendetta. Tu sais, Pierre Dorion, là, il a la mémoire longue. En tant que directeur général des sénateurs d'Ottawa, c'est un ancien employé du Canadien. Il est parti avec une certaine aigreur. Oui, mais ça, la plaie ne s'est jamais tout à fait refermée. Lui, tu penses que ça témoigne de ça? Moi, je pense qu'il est une personne qui aime entretenir la rivalité entre les Canadiens et les sénateurs. Ça, lui, écoute, après les matchs... Ça me va. Après les matchs, si jamais les 3 étoiles ne lui plaisent pas, il va le dire à tout le monde dans l'ascenseur. Oui. C'est quoi ça? Oh, oui, c'est vrai. Alors, il est belliqueux. Je me rappelle, l'année dernière, il avait fait exactement ce que tu décris là. Oui. Donc... OK. Non, mais moi, je trouve... Alors, je pense que ça... peut bien. Et puis, semble-t-il, il y a une rumeur qui court. C'est Chris Johnston qui l'a mentionné à l'effet que Lou Lamoriello avait fait à peu près la même pratique tout récemment contre les Rangers de New York. Il a caché son alignement, ne l'a pas dévoilé jusqu'à la dernière minute. Donc, il y a des games qui se jouent même en match préparatoire. Mais je pense que dans le cas du Canadien et des Sénateurs, ça commence à être très bien documenté depuis une quinzaine d'années, certainement. C'est des matchs qui sont plus costauds que la moyenne des affrontements que fait le Canadien. De là, en tirer des conclusions, j'ai des collègues hier qui posaient des questions aux joueurs en disant « Ah, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit une année plus robuste que par le passé? » Effectivement, comme tu dis, là, c'est pas nécessairement un alignement rempli de joueurs qu'on va voir sur une base régulière à Ottawa. Il ne faut pas en tirer de conclusion, mais que ça vienne des Sénateurs plus que des Maple Leafs ou des Devils, ça, là-dessus, je suis zéro surpris. Ouais. Non, moi, je dis ça parce que c'est des matchs préparatoires. J'aurais aimé ça... je sais pas, parce que là, le Canadien a gagné d'ailleurs un premier match préparatoire depuis, 54 ans? C'était ça? Non, mais c'est d'une importance relative, bien évidemment, mais on essaie de mesurer des affaires. Là. Il me semble que c'est un peu des bâtons, pas des bâtons dans les roues, mais c'est contre-productif un peu. Pour les sénateurs, oui. Ils s'en cherchent un, fier à bras, en fait. Ouais. Là, puis OK, donc là, ils ont tous essayé. C'est ça. C'est comme une audition. Il y en avait 4, 5, 6 costauds dans la formation. Il y en a un qui devrait garder ou trouver cette job-là, obtenir le poste, si on veut. Tu sais, Kastelik a joué quand même pas mal
à Ottawa l'année dernière, part peut-être avec une longueur d'avance. McEwen. Oui, c'était une forme d'audition. Okay. Il devrait en avoir un ultimement qui va rester dans ce groupe-là. Là, il y en avait pas mal à l'essai, disons. Mais, ils ont failli briser Monkaden. Ils ont failli briser plusieurs personnes. Parce que Suzuki est tombé de façon très malhabile au tout début du match. Après ça a été Gouli. Kovacevic a failli se blesser. Puis Dak également. Là, on dit failli, on ne sait pas. Ils sont restés, là, mais on ne sait pas c'est quoi les réels séquelles de ça. Non, puis ça, c'est pas vrai, c'est ridicule puis c'est dangereux. Là. Les blessures en match préparatoire de gars qui essaient de se faire valoir, moi, c'est un peu ça que j'ai regretté, en fait. C'est que je trouvais que ça apportait un élément de danger, carrément, dans cette rencontre-là, qui était superflu, qui était inutile. Parce que ces gars-là, ils savent bien qu'ils ont peu de chances de jouer dans la Ligue nationale, ils vont par tous les moyens tenter de se faire remarquer, puis ça peut devenir chaotique très rapidement. Ça peut virer en foire. Donc, je t'avoue que ça me chicotait avant le début du match. Je trouvais ça ordinaire. Puis, effectivement, probablement qu'Arbor Xhekaj aurait disputé ce match-là si Martin Saint-Louis avait obtenu la fiche à l'avance. Pezzetta, exactement. Ouais. Tu as écrit, Marc-Antoine, tu as vu en Kirby Doc, puis je posais la question. Doc. Pierre, il s'est calmé sur le Doc. Parce que vous autres, vous ne l'écoutez pas à la télé. Là, moi, c'est tout ce que j'ai. Mais l'an passé, Pierre, il était très Doc. Là, c'est un peu, je pense que c'est un peu adouci. C'est ajusté un petit peu. Mais tu écrivais, Marc-Antoine, puis c'est ça, je disais, y a-t-il une super vedette? On va parler de Cole Caulfield, c'est la question qu'on a posée aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à savoir combien de buts il marquerait cette année. Mais c'est quelque chose, quand on regarde le bassin d'espoir, on le trouve riche, mais il n'y a pas vraiment de pépites là, qu'on anticipe d'une super vedette. C'est quelque chose qu'on a déjà dit ici. Puis on parlait du Canadien qui avait peut-être essayé de se rapprocher du deuxième choix cet été pour... Qu'est-ce qu'il y a? Pour aller pour mettre la main sur Adam Fantilli, qui a l'air, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu quelques extraits. Je pense qu'il va être bon. Il va être bon. Mais bref, s'il y a des joueurs qui ont peut-être une chance de devenir plus gros que de simples très bons joueurs, il y a Cole. Et est-ce qu'il y a peut-être Kirby Doc, ou du moins tu as vu dans son match quelque chose... On dit que c'est Nick Suzuki le premier centre, mais c'est peut-être pas quelque chose de coulé dans le béton. Là? Bien, c'est normal. Nick Suzuki mérite qu'on l'appelle le premier centre. Ouais. Il a mérité le fait également d'être collé au meilleur ailier de l'équipe à l'heure actuelle, qui est Cole Caulfield. Mais à terme, je pense que si on essaie de projeter dans 3 ans et que chacun de ces deux joueurs-là, Suzuki et Dak, chacun va au bout de son potentiel, je pense que le potentiel de Dak est un peu plus grand. J'ai l'impression qu'il s'en approche. Il donne l'impression d'un gars qui est prêt à passer à la prochaine étape. Mais tu sais, c'est souvent, c'est un gros bonhomme. Et puis, des fois, ces gars-là, ça prend un peu plus de temps à ce qu'ils assimilent leur corps, à ce qu'ils comprennent, à quel point ils sont forts, comment ils peuvent utiliser leur corps, puis comment ils peuvent agencer le fait d'être à la fois des joueurs de gros gabarit et des joueurs de finesse. Et puis, les Blackhawks de Chicago ont été très impatients à l'égard du développement que faisait Dak à ce niveau-là. Mais il y a clairement un déclic qui s'est fait la saison dernière. Je dirais probablement aux alentours de Noël, puis c'est vraiment la deuxième moitié de saison de Dak. Sean Monahan m'a dit, j'avais l'impression, parce que Sean Monahan, il en a regardé des matchs depuis la galerie de presse, malheureusement. Non. Et puis, il dit, très souvent, c'était le meilleur joueur sur la glace. Et ça a été encore le cas face au sénateur d'Ottawa. Et quand il se fait achaler, qu'il se fait picosser comme il s'est fait picosser par les sénateurs, d'abord, on le sent qu'à un moment donné, ça bouille puis il perd patience, mais dans des matchs comme ceux-là, il s'est arrivé 3-4 fois l'année dernière, c'est souvent à ce moment-là qu'il connaît ses meilleures performances. Donc, c'est vraiment un cas où ne réveillez pas l'ours qui dort. Il a son caractère, Kirby. Rappelez-vous quand on était à Chicago, mais quand ils étaient à Chicago, puis qui a fait taire la foule parce qu'il a marqué en fusillade, là, puis qu'il est allé d'une petite bravade. C'est ça. Tu vois qu'il y a une forte... Je pense qu'il y a quand même une forte personnalité derrière cette espèce de grand garçon tranquille en apparence, là, dans le vestiaire ou par sa dégaine, là, quand on le voit aller et tout. Il y a effectivement, des fois, un petit volcan. Est-ce qu'il y a une super vedette? La réponse, c'est non.
Comme ça, même pas de... Ben, non, il n'y a pas de super vedette avec le Canadien. Non, mais c'est vrai que le mot, c'est ça, j'ai pas trouvé mieux. Pour éventuellement peut-être avoir des vedettes. Comme, moi, je fais une distinction entre les deux. Caulfield, je pense, en est déjà... Je vais le barrer. J'ai mon menu, là, je vais le barrer, super. Et puis Kirby Dach, je suis d'accord qu'il y a souvent l'air dominant sur la glace. Après ça, est-ce qu'il va être capable de vraiment franchir ce pas supplémentaire-là, de le faire constamment, avec régularité? Peut-être, ça reste à prouver. C'est quand même un gars qui a sa meilleure saison, c'est l'année dernière, a obtenu 38 points. Jamais aller plus loin que ça dans la Ligue nationale. Même dans les rangs juniors, il n'a pas joué longtemps, vous me direz. Là, il a fait le saut très rapidement. Mais c'était quoi sa plus grande saison? 73 points. C'est rare que il y a quelques cas là, où les gars vont devenir plus productifs dans la Ligue nationale avec le temps qu'ils ont pu l'être dans les rangs inférieurs avant. Mm-hmm. Mais c'est quand même assez rare là, qu'on devienne une immense force en attaque ou une force offensive après l'avoir été correctement dans le junior ou dans la Ligue américaine, mais sans plus. Ça arrive. Surtout ceux qui font le saut très rapidement et qui ne jouent pas nécessairement très longtemps. Mais encore là, ça reste à prouver. Sauf qu'il y en a les atouts, il y en a le potentiel. C'est un centre droitier de 6 pieds 4 qui patine bien, qui est fort, qui a une belle vision de jeu, qui a un bon... Il y a tous les atouts, là, honnêtement. Puis je pense que les Blackhawks devaient le savoir jusqu'à un certain point. C'est juste qu'eux autres, ils voulaient se rapprocher de Connor Bedard le plus possible puis ils ont liquidé tout le monde. Tout le monde, mais je veux dire... Incluant DeBrincat, qui était un marqueur de 40 buts de 24 ans. Oui, mais ça, il y avait une situation contractuelle qui pointait à l'horizon dans le cas de Brinkett. Dans le cas de Dach aussi, il était mûr pour un deuxième contrat, mais je veux dire, à partir du moment où tu renonces à un joueur de centre de 21 ans que tu as repêché toi-même au 3e rang sous prétexte que tu veux reconstruire, ben là, écoute, ouvrez la maternelle. Là, tu veux... Pas un joueur en haut de 20 ans. Non, c'est ça. C'est pas qu'il voulait reconstruire, c'est qu'il voulait mettre la main sur Connor Bedard, puis malheureusement, ça a fonctionné. Oui. Ben écoute, c'est dans le cas de Dach, par exemple, ce que je trouve frappant, c'est que par rapport à ses années à Chicago, c'est qu'il est beaucoup plus teigneux et coriace en coin de patinoire, en bataille pour la rondelle. Il s'engage physiquement. C'est un gars qui a appris très jeune également à venir soutenir ses défenseurs dans sa zone. C'est probablement le meilleur joueur de centre du Canadien, je pense, pour transporter la rondelle en zone neutre. Suzuki le fait avec aisance, mais des fois, Suzuki se fait stopper rendu à la ligne bleue si les options autour de lui ne sont pas évidentes. Dach est davantage capable de traverser cette ligne de défense adverse-là. À mon sens, il y a deux choses qui pourraient lui permettre vraiment de passer à une autre étape. Il y a les mises en jeu. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'il s'améliore. Et puis également, le fait de faire confiance à son lancer un peu plus souvent. C'est un gars qui ne lance pas du tout. Il est toujours en train de chercher la passe. Il a un bon lancer. S'il fait confiance plus souvent à ce tir-là, ben ça va garder la défensive adverse sur les talons parce qu'ils ne prendront pas pour acquis qu'il va nécessairement passer. Puis ça lui ouvrirait beaucoup plus d'espace et puis ça le rendrait plus productif. Oui, tout à fait. Les mises en jeu, ça va être intéressant à suivre, particulièrement en début de saison si Newhook occupe le poste de 3e centre, puis en attendant le retour de Dvorak. Ça va clairement être une lacune là, du Canadien. Parce que Newhook et Dach et Newhook sont à moins de 40 % en carrière là, de taux de succès sur les mises au jeu, ce qui est famélique. Donc là, ça fait en sorte que tu ne peux pas vraiment leur confier des missions défensives si élevées que ça. Tu ne peux pas tant que ça envoyer ces gars-là prendre, un peu dangereux. Prendre des mises au jeu dans la zone défensive, sauf si, évidemment, Monahan joue avec Dach. Puis là, toujours moyen de moyenner, là. Mais peut-être que Monahan va être le complément de Suzuki-Caulfield parce qu'il semble bien s'insérer là aussi. Ça va être une priorité, s'assurer que ce trio-là est optimal, exactement, soit en santé. Alors, advenant, mettons, que ce soit ça, Monahan avec les deux autres, ça va peut-être compliquer la chose. Puis là, tu te retrouves avec un 2e et un 3e centre à qui il faut que tu évites le plus possible les départs en zone défensive. Jake Evans le fait très bien, ça. Suzuki est capable aussi. Mais ton premier trio, tu ne veux pas non plus le surtaxer dans ces moments-là. Tu espères pouvoir l'utiliser en d'autres circonstances. Ça va être un casse-tête. J'ai pas l'extrait, mais la question a été posée directement à Martin Saint-Louis hier. Allez-vous travailler les mises au jeu? Parce que, bon, on a énuméré ceux qui avaient de la misère et ceux qui en avaient moins. Puis Saint-Louis a apparu dire non, des spécialistes, on en a. C'est comme si c'était pas... alors que, effectivement, il y aurait matière à peaufiner. Moi, ça me fait penser un peu, il y a quelques années...
l'impact était pourri sur les coups de pied arrêtés. Puis on se dit, bon sang, les pratiquez-vous à l'entraînement? Puis il n'avait pas l'air de les pratiquer tant que ça. Des fois, il y a des affaires qui nous semblent évidentes de l'extérieur. Puis c'est peut-être pas si évident. Est-ce que, par rapport au match, j'allais dire, j'aimerais ça qu'on parle, ça fait depuis que le camp est ouvert que je veux qu'on parle du flanc droit de la défensive, oui. Mais je sais pas quoi. Non, mais c'est parce que... C'est pas comment on me semble qu'on n'a pas vu grand-chose encore. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est ça le problème. Ben, je parle pas juste du flanc droit, je parle en général. David va venir... Ah oui, heureusement, David est là. Ah oui. Ce serait bien un problème s'il n'y était pas. Mais quel David? David Savard. OK. Ben, c'est ça, c'est parce que tu l'as pas vu à l'œuvre encore, là. Tu l'as oublié, mais ça s'en vient. Là. Non, mais c'est pas David, c'est pas David, là. C'est après David. Là. Oui, je sais. On fait des blagues, là. Non, mais je suis là, non, c'est pas drôle. Oui, t'entends pas rire. Hein? Non, c'est mon nouveau style. C'est fini. Donc, ce que tu nous dis, c'est que Justin Barron t'inquiète. Ce que je dis, c'est que autant, c'est vrai à l'attaque aussi, puis, tu sais, c'est, comment dire, il y a beaucoup de choses en l'air. Il me semble qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas vus, dont... Est-ce que Barron... Non, mais comme Gustav Lindstrom, on l'a pas vu. On risque de le voir, ce soir, j'imagine. Matheson, on l'a pas vu. Savard, on l'a pas vu. D'ailleurs, Matheson, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'on sait? Non, Marc-Antoine, c'est lui qui était... écoute, il y a eu des traitements jeudi, donc il n'était pas sur la patinoire. Alors, on continue d'y aller prudemment, mais c'est drôle parce que est-ce que c'est pas comme ça que ça a commencé l'automne dernier? Pareil, il était supposé disputer un match préparatoire. Je pense que c'était un des matchs de Hockeyville, là. Et ça avait commencé par « Non, il est correct. Si c'était un match de saison ou de série, il jouerait. Il n'y a pas de problème. » Puis c'est devenu une blessure au dos qui lui a fait manquer les 20 premiers matchs de la saison. Oui, ça n'a pas été... Mais ça, tu sais que c'est de ta faute, hein? Ah bon? Parce que quand les Capitals de Washington ont publié sur Twitter que Joel Edmondson s'était blessé, t'as comme ri. Ah, OK, d'accord, c'est du karma. J'ai pas ri. C'est du karma. T'as dit ça. Qu'est-ce que t'as dit? Sounds familiar. Ben oui, c'est sûr. C'est quand même. On a déjà vu ce film-là. Oui. Quand même. Là, et Matheson aussi. Oui, malheureusement, oui. Matheson, c'est le défenseur dont le Canadien ne peut pas se passer cette année. Alors, je pense que Savard également, parce qu'au moins, Goulet, je pense que du coup, sur le flanc gauche, est capable de prendre beaucoup de responsabilités. C'est sûr qu'à droite, si Savard tombe, ça devient rapidement mince. Puis je reviens à ton point initial par rapport au flanc droit de la défense. Il y a la principale lutte qui a lieu, je pense, en ce moment au sein de la formation, c'est entre Justin Barron et Gustav Lindstrom. Alors, tu as évidemment David Savard, dont le poste est assuré. Je pense que Jonathan Kovacevic, son poste est assuré. C'est un droitier, capable de jouer à gauche aussi. Parfait septième défenseur, tu peux... Sauf que là, il va jouer 4, là, à peu près, 4-5. Mais en principe, il jouerait sur ton troisième trio, ton troisième duo pour commencer. Chris Weidman est blessé, le favori de ses coéquipiers. Je pense que lui, il va être là... il va faire un Paul Byron de lui-même. Un peu comme mascotte. Non, je pense je ne sais pas pour combien de temps il va être absent. On parle d'une absence indéterminée. Encore là, le dos, ça peut être long. Exact. Mais donc, Barron et Lindstrom se battent un peu pour le même poste. Et puis, à ce titre-là, ce qui est intéressant, c'est que Barron, d'après ce qu'on peut évaluer, le peu que je connais de Lindstrom, Barron me semble avoir un potentiel plus élevé. Par contre, son jeu tend à fluctuer beaucoup. Alors, si le Canadien trouve que Lindstrom, même si son potentiel est moins élevé, affiche plus de régularité dans son jeu, peut-être qu'ils vont se dire, savez-vous quoi? C'est peut-être plus simple qu'on y aille. T'sais, en début de saison, on sait comment c'est du jeu très ouvert, très offensif. On veut s'assurer qu'on limite le nombre de buts contre. Alors, allons-y avec une valeur sûre, quelque chose un défenseur qui a peut-être un peu moins de flafla. Barron, c'est un défenseur qui, jusqu'à maintenant, dans sa carrière, a été offensif. Mais il veut ajouter une composante défensive à son jeu. Il veut pouvoir calmer les choses un petit peu, se montrer digne de confiance dans son territoire. Alors, il faut qu'il montre ça. Et le fait qu'il soit exempt de balotage fait en sorte que le Canadien, si jamais ils hésitent, ils peuvent toujours le renvoyer à Laval, tandis que Lindstrom, lui, sera exposé au balotage. Et faire jouer Jordan Harris à droite. Si Matheson est en santé, Matheson, Goulet, Jacky, disons, je ne suis pas sûr qu'ils vont se priver de Jordan Harris pour faire jouer Gustav Lindstrom nécessairement. Là. Non, mais c'est possible. Ils vont alterner entre les deux, mais il ne faut pas exclure la possibilité qu'un gaucher aille faire son tour à droite. Non, effectivement. Quoique Harris, je ne suis pas sûr à quel point ça a été convaincant l'année dernière. Je me pose la question à savoir si le Canadien ne gardera pas un œil sur le balotage. L'année dernière, Kovacevic a été réclamé de l'organisation des Jets de Winnipeg au balotage. Puis il pourrait y avoir quelques défenseurs.
droitiers intéressants. J'ai regardé ça, je me suis dit peut-être Cal Foote, peut-être Connor Timmins. Il y a des joueurs qui risquent d'être en trop dans leur équipe respective, qui peut-être feraient mieux que Lindstrom ou encore un Harris hors position. Possible. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé à tous ceux et celles qui ont la vivacité d'esprit de suivre le Radio-Canada Sport sur les réseaux sociaux, à leur avis. Ça, c'était une de ces questions avec un tiret. Donc, Cole Caulfield marquera tiret de but. Pensez-y. Bon, vous n'êtes pas obligé de donner un chiffre, mais on en a quelques-uns. On a des chiffres et des boutades. Alors, je commence sur le book. Chantal, 49. Ça revient, ça. Comme juste un gêné de 50. Néo-anglicisme, merci beaucoup. Jean-Simon, moult. Ah, c'est joli, ça. Moult but. J'aime ça. Moult but. Alexis, une barge de... OK. Daniel, 41 buts s'il n'est pas blessé. Là, on est dans la prédiction sérieuse. Il va surpasser la dernière marque de 39 buts de Max Pacioretty. Pacioretty. Je voulais dire, Alex. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 52 buts, Benoît, sur le book. Et si ça pourrait être ça, ce serait une joie collective, j'imagine. As-tu déjà vu ça, 50 buts d'un joueur du Canadien, ou t'es trop jeune? Stéphane Richer, j'étais né, mais je m'en souviens pas. Daniel dit 35, on est sur... T'es vraiment jeune. Ouais. Daniel dit 35 sur le Twitter. Bernard, 1 but par 2 parties jouées. J'aime ça, c'est analytique. Ça fait combien? Ça ferait 40, oui, c'est ça, 41. Doom dit 49. Là aussi, c'est ça, on est gêné de 50. Et sur le Gram, c'est des chiffres, juste des chiffres. Richard, Émile, Ipouche, Marx, respectivement 35, 42, 41, 100. Ah, 100, c'est bon. 100 buts. As-tu déjà vu ça, un joueur du Canadien marqué 100 buts? Ou t'es trop jeune? Je me souviens pas de ça, je suis trop jeune, je pense. Trop jeune, ouais. OK. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce qu'on a vu? Bon, le Canadien, 3 fois les Maple Leafs, ça m'apparaît exagéré. Mais non. Non, parce que les 3 prochains matchs préparatoires du Canadien... Heureusement, ce ne sera pas tout le temps la même formation. C'est ça, ça va être 3 équipes différentes. J'ose imaginer. Des deux côtés. Donc ça, c'est l'avenir. Là, on les voit juste 3 fois dans toute la saison. Les Maple Leafs. Tu veux dire, donc on va les voir aussi souvent dans les 5 prochains jours que dans les 6 prochains mois. Une seule fois à Toronto, premier match de la saison. Fait que regarde. Moi, j'aime ça aller voir les Maple Leafs. Oui, je sais parce qu'il y a des sandwichs à la crème glacée. À Toronto. Puis, mais au-delà de ça, Toronto-Montréal le samedi soir, c'est t'as raison, ça devrait c'est être mieux qu'Arizona-Montréal. Je suis entièrement d'accord. Ah oui, 2 équipes originales 6. Ouais, non, mais ça fait souvent des meilleurs matchs. Mais voyons donc. Il y a des équipes de l'Ouest, moi. Parce qu'on va parler de rivalité dans 2 minutes. Okay, mais j'aime bien mieux, si tu parlais de la rivalité contre Ottawa, j'aime bien mieux 6 matchs contre Ottawa, 6 matchs contre Toronto, 6 matchs contre Boston. L'année dernière, ils sont allés une fois à Boston dans toute la saison. Ça, c'est ridicule. C'est inacceptable. C'est un mot Ottawa, c'est pas des originaux 6, là, mais... Non, je sais, c'est juste que quand tu dis un samedi soir au Centre Bell, c'est juste que c'est quasiment de parler des Maple Leafs contre le Canadien un samedi soir au Centre Bell à Hockey Night in Canada. Tu pourrais mettre une marque déposée après cette phrase-là tellement c'est un cliché que les joueurs de hockey... Oui, mais c'est un cliché pour une raison. C'est parce que c'est vrai, puis c'est une bonne... C'est le fun. Bon. On y arrive. Gardez-vous. Je voulais juste revenir à la question du public une petite seconde. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas demandé. Oui, vas-y. C'est parce que Cole Caulfield, l'année dernière, s'il avait joué tous les matchs, il était sur une cadence de 46 buts. Alors, ceux qui pensent qu'il pourrait en marquer davantage sont tout à fait, à mon sens, sur la bonne piste parce que depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale, le Canadien de Montréal est 31e en avantage numérique avec un taux de succès de 15,9 %. Je pense qu'une partie des gains que Caulfield peut faire, c'est en aidant à améliorer l'avantage numérique. Parce qu'il a marqué quand même la grande majorité de ses buts à égalité numérique dans les dernières années, y compris l'année dernière. Donc, ça, c'est un élément qui est à surveiller. Donc, cadence de 46 buts, puis quand on parle de la progression des jeunes joueurs, évidemment, si Suzuki continue de progresser, bien, ces deux-là, je ne vois pas pourquoi Caulfield pourrait se rendre jusqu'à 5 ans. C'est juste tellement difficile à faire sur 82 matchs. C'est plus ça. Mais la santé, c'est un élément. Exact. Mais le voir en marquer 40 de cette année, moi, s'il joue l'ensemble de la saison, je pense que ça paraît envisageable. Ouais. Autre chose, je disais, on enregistre vendredi matin, donc les 3 prochains matchs préparatoires, c'est les Maple Leafs, mais un dernier mot sur ce que vous avez vu cette semaine? Quelque chose à ajouter? Ça peut être rien.
Rien. Parfait. J'en profite pour vous inviter tous et toutes à nous donner un peu d'amour, hein, virtuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Allez cliquer, là. Il y a des pouces en l'air, des cœurs, des affaires de même, des petits bonhommes sourires, des choses comme ça. Cliquez là-dessus. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sait lire. Donc, on va trier tout ça, puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir. You know, it's intense with all three. There's little tenacity, and it's just fun to be a part of. So it's hard to really pick one. You know, you just know that when you go into those rivalry-style games that it's going to be a fun one, but you better be ready to work and stick up for yourself, stick up for your teammates, and understand that, you know, it's a fun game to be in if you're playing the right way. Ah, Brendan Gallagher, à qui un journaliste chevronné demandait... Qu'est-ce que tu lui as demandé, donc? A priori, j'avais pas mis Boston dans l'équation, mais je veux savoir entre Ottawa et Toronto quelle était, selon lui, la rivalité qui était la plus animée. Et il a pris sur lui d'ajouter Boston dans ce trio-là, parce qu'il n'y a rien comme Canadien-Boston un samedi soir à Hockey Night in Canada. Exactement. Il n'y a rien comme Canadien-Boston en série. Il n'y a rien comme ça, Mazan. Il n'y a rien comme Canadien-Boston, point. Mais donc Gallagher qui, en substance, dit que, bon, oui, les partisans ajoutent un peu de plus-value là-dedans, puis que c'est toujours des matchs avec de l'émotion, puis que si ça fait des bons matchs, là, si on joue avec de la bonne façon. Hein. Ça, c'était pour c'était très, très bien résumé. Ça, c'était une des pires traductions, mais ça ressemblait pas mal à ça. Alors, moi, on commence avec ça. Moi, je ne mettrais pas Ottawa. Puis c'était un peu ça le narratif cette semaine, parce qu'à cause de l'alignement un peu de fier à bras que les sénateurs ont mis sur la glace cette semaine, moi, je ne trouve pas du tout que les sénateurs sont dans la même conversation que les Maple Leafs et les Bruins quand on parle de rivalité chez le Canadien. Mais dans les dernières années, quand même, il y a eu du rififi, de bonne aloi entre les deux équipes. Là, ça remonte à la série 2013, je pense, quand Eric Gryba avait tué l'Arcellaire. Puis qu'il y avait eu toute cette danse-là entre Brendan Prost puis McLean puis tout le kit. Là. Ça avait été savoureux. Ça avait été savoureux. Mais ça a été, je pense, un peu le début de quelque chose. Parce qu'avant ça, c'est comme s'il était fin. Il était gentil. C'est les sénateurs. C'était cute. Quand le Canadien n'était plus là. C'est parce que c'était Alfredson, c'était Martin Havlat, c'était Wade Redden. C'était Spezza et compagnie. Ouais. Puis... j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de partisans du Canadien qui, une fois que le CH était éliminé ou pas en série, se tournaient un peu vers les sénateurs pour voir qu'est-ce qu'il allait faire, puis trouvaient l'équipe sympathique. Puis ça a changé il y a une dizaine d'années environ, avec, entre autres, les affrontements en série. Il n'y a rien de mieux que ça pour allumer une rivalité. Historiquement, non, tu as raison. Ça ne se compare pas aux deux autres, historiquement. Mais les rivalités vont toujours à la tête du client actuellement dans la formation. Ça prend des gens qui incarnent ces rivalités-là. Milan Lucic le faisait magnifiquement à Boston. Puis ça s'est probablement un peu estompé après parce que les Bruins sont demeurés très performants. Le Canadien a planté. Puis il y a des gars comme ça qui sont partis. Puis c'est beaucoup eux qui sont les acteurs principaux de ces rivalités-là. Donc ça dépend. Ça va à la tête de pipe pas mal. Alors ça, c'est une fine analyse. Ça dépend. C'est un peu ça? Ça dépend? Exact. Ça dépend. Ouais. Moi, Marc-Antoine, je te laisse rebondir. Moi, c'est ça. Je trouve pas qu'on est au même niveau. Peut-être que ça va le devenir, mais c'est pas exactement ça. Moi, à l'égard des sénateurs, je sens une animosité. Puis c'est ça, à mon sens, où il y a une réelle rivalité. Que ce soit même juste au plan des mots. Rappelez-vous, Brendan Gallagher qui a blâmé Tim Stützle du fait qu'il s'enfargeait tout le temps, qu'il était un plongeur. Ouais. Et que, tu sais, alors, ce genre de dynamique-là, on la voit pas avec les Maple Leafs de Toronto. Mais dans n'importe quelle rivalité, il y a deux éléments qui doivent être là. Tout d'abord, c'est bon que tu aies deux équipes qui sont de force semblables. Si tu en as une qui est très bonne, l'autre qui est complètement impertinente, c'est difficile d'alimenter le feu de la rivalité. Puis, c'est toujours important quand ces équipes-là s'affrontent en séries éliminatoires. Je pense que ça coche maintenant les cases avec les trois équipes. Mais je trouve que les Maple Leafs, on le tient pour acquis qu'il y a une rivalité parce qu'on s'est fait dire qu'il y avait une rivalité, parce que c'est une rivalité historique, etc. Puis il y a du symbolisme derrière ça. Mais au niveau de la glace, je le sens pas autant que les Bruins puis les Sénateurs. Il y a quand même le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont originaires de l'Ontario, de la région de Toronto. Alors, pour eux, affronter les Maple Leafs, ça veut dire quelque chose. Josh Anderson, à chaque fois qu'il affronte les Maple Leafs, il élève son jeu d'un cran. Tu vois que c'est quelque chose qui l'anime. Mais à la grandeur de l'équipe, je dirais que la rivalité contre les Bruins a probablement toujours été en tête de liste, mais moi, j'aurais tendance à mettre Ottawa en deuxième puis Toronto troisième.
Elle a décliné quand même, celle contre les Bruins, justement en raison de ce que tu disais, les deux équipes sont pas performantes en même temps. Oui. Il y a une composante historique, une rivalité aussi. C'est sûr. Puis visiblement, moi, c'est important parce que... Mais ça prend les bons acteurs pour l'animer. Puis il y a moins ça chez Toronto, effectivement. Il y a moins l'espèce d'ennemi public numéro 1 qui alimente. Marchand s'est assagi. Lucic revient. Ça va être intéressant, mais il n'est plus long de ce qu'il était, c'est ça. Il y a plus Subban. Puis Dale Weiss. Dale Weiss de Subban de Yemelin qui rendait fou Lucic. C'est ça, ça prend les bons clients au bon moment aussi. J'ai preuve que je suis enthousiaste du début de saison. J'écoute le 91-9 régulièrement, c'est ainsi. Puis l'idée vient de là. Je ne veux pas faire semblant que ce n'est pas le cas. Mais quelqu'un disait si Patrick Roy devient DG, entraîneur ou enfin peu importe avec les sénateurs, ça pourrait épicer un peu. Assurément. C'est clair. Ça n'arrivera pas, mais c'est certain que ça le ferait. Ça n'arrivera pas? Non, moi je mets un 2 sur Steve Staios. Comme Steve DG? OK. Bon sang, tu parles de DG ou de coach, là, de Staios comme DG? Oui, je pensais que tu parlais du coach, toi. Non, mais moi, c'est parce que le roi, il veut tout faire. Fait que c'est difficile de donner un poste. Là. Je pense que s'il revient au point où il en est, même si c'est juste entraîneur-chef, il serait content. Oui. Je pense que les jours où il voulait réclamer VP, tout, DG, là, de toute façon, je pense que ça, c'est terminé. la tendance inverse qu'on observe partout dans la Ligue. Là. Ouais. On divise les tâches plutôt que de les attribuer à un seul homme. Là. Mais je pense que ce navire a navigué. Là. Je sais pas, moi je dis ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de dire que tu vas rencontrer quelqu'un? Ou l'as-tu fait? Tu vas rencontrer un homme de pouvoir? Non, j'ai-tu le droit de le dire? Non, t'as pas le droit de le dire. Bon, habilement. T'as bien fait de poser la question. Alors, à l'école de communication, Alexandre Coupal, on apprend comment tourner autour du pot. Et pas trop parler de soi à la troisième personne. Bon, le temps nous presse, mais on voulait quand même être pas trop montréalo-centriste. C'est raté. C'est ça. C'est tellement hockey, c'est pas tellement canadien. C'est raté. Ça aurait dû s'appeler tellement canadien. Mais on parlait, des fluctuations. Puis ça, on y viendra, évidemment, là, plus on sera près du début de l'année. Là, mais il y a une équipe à Boston, entre autres, là, qui va peut-être être moins forte qu'elle était par le passé. Mais là, à Tampa, on a parlé, c'était la semaine passée, de la petite... ça sent moyen, là, les échanges publics entre Stamkos et Julien Brisebois. Pas que ça puisse avoir des répercussions directes sur les performances de l'équipe, mais Andrei Vasilevski, absent pendant 2 mois, ça oui, par exemple. Et c'est pas une bonne nouvelle. Là. Puis la difficulté avec ça, c'est qu'ils ont les mains liées, là, un peu, le Lightning, par le plafond salarial. Donc, j'ai un chat dans la gorge. Ben oui, Marc-Antoine. En fait, effectivement, leurs problèmes salariaux font en sorte que même si ils vont avoir de l'espace en mettant le nom d'Andrei Vasilevski sur la liste des blessés à long terme, ils vont avoir une certaine marge de manœuvre pour aller chercher un gardien de but. Mais encore faut-il qu'au retour de Vasilevski, il l'ait encore. Alors, ils ne peuvent pas se permettre de se lancer à la dépense. Ils ont, pour l'instant... C'est une des rares équipes de la Ligue nationale qui a encore un gardien de but qui a plus que 80 % de la tâche. On va vers des régimes d'alternance, pratiquement des tandems un peu à la grandeur de la Ligue. Alors là, ça les rattrape parce qu'ils ont économisé année après année sur le gardien auxiliaire, qui est maintenant Jonas Johansson, un gardien en qui plusieurs équipes ont vu quelque chose, mais là, il y a 28 ans, il ne s'est pas encore établi vraiment à l'échelle de la Ligue nationale. C'est peut-être son occasion vraiment de faire sa grande arrivée à l'échelle de la Ligue nationale. Ils ont un jeune qui s'appelle Hugo Alnefeld, qui est un des rares bons espoirs dans l'organisation, mais ça va être mince. Alors, s'ils décident d'aller de trouver de l'aide à l'extérieur, j'imagine qu'ils vont regarder d'abord et avant tout sur le ballottage, trouver une option à bas prix. Et surtout, un gars qui a de l'expérience, qui peut être là à court terme, puis peut-être qu'il peut se ramasser dans la Ligue américaine, qui pourrait soutenir Alnefeld dans son développement, beaucoup plus qu'un jeune, qu'après ça, tu dis, OK, mettons, on réclame Caden Primo, mettons, et puis on le fait jouer. Puis là, au retour de Vasilevski, bien là, il faut passer Primo au balotage. 2, on le renvoie dans la Ligue américaine. Oui, mais là, on a déjà notre jeune qu'on est en train de développer. C'est un peu encombrant. Alors, à mon sens, je m'attends à ce qu'ils aillent davantage vers un gardien d'expérience du genre Martin Jones, du genre... Mais l'un dans l'autre, ça va quand même faire un trou là, dans la forteresse, là, parce que Vasilevski...
C'est ça, là. Pourrait aussi se tourner vers des options à bas prix là, sur le marché des joueurs autonomes, des gars qui n'ont pas encore de contrat, comme Brian Elliott, qui était là depuis très, très longtemps, puis qui, a 38 ans aujourd'hui, là, mais Alak aussi a 38 ans d'ailleurs, mais un de ces deux gars-là, ça pourrait être une option. Puis ça serait pas trop cher, j'imagine. Mais c'est ça, il faut vraiment qu'ils fassent attention. Ouais. Parce que si tu obtiens un gardien de 3-4 millions, par exemple, ils seront probablement pas capables de soustraire ce salaire-là au moment de réintégrer Vasilevski dans la formation, puis ils vont être coincés. Là. Donc ça devient vraiment un problème. Mais la compétitivité de la division Atlantique fait en sorte que l'absence de Vasilevski va coûter des victoires au Lightning, puis de précieux points au classement. Je mentionnais tout à l'heure le fait qu'en début de saison, le jeu est plus ouvert, il y a plus de buts qui se marquent. Quand ta principale forteresse n'est pas là, puis le Lightning, c'est une équipe qui est bâtie vraiment en fonction, qui est bâtie à maillon fort. Donc, c'est vraiment dans le haut de l'alignement, les deux premiers trios, les deux premiers duos en défense, mais c'est pas une équipe qui a de la profondeur. Fait que si tu n'as pas de profondeur en défense, puis tu es exposé devant le filet, en principe, tu vas en donner pas mal des buts. Alors, ils sont mieux eux-mêmes d'en marquer beaucoup parce que sinon, ils vont perdre des points qui vont profiter aux Bruins de Boston, qui pourraient profiter aux Sabres de Buffalo, qui pourraient profiter à certaines équipes de la division métropolitaine qui, eux, peut-être se disent « C'est-tu l'année où on va juste rentrer 3 équipes au lieu de 4? » L'Atlantique étant tellement forte. Alors, je pense que ça place le Lightning dans une position très, très fragile. Puis déjà que c'est ça, l'histoire de Stamkos, c'est un nuage, mais ça, c'est beaucoup plus concret. Oui. Puis ça les rend... vulnérables. Oui, ça les rend beaucoup plus vulnérables. L'histoire de Stamkos, je pense que ça fait beaucoup plus de bruit au nord de la frontière qu'au sud. Là. Donc, il y a raison, parce que ça nous intéresse davantage. Oui, mais je ne sais pas à quel point ça va être une distraction pour l'équipe, tant que ça. Je ne suis pas sûr que ça va peser vraiment sur l'ambiance en début de saison. Puis lui, il est un professionnel consommé là, jusqu'au bout des ongles, donc je n'ai pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Vasilevski, c'est sûr que ça fait mal, mais c'est 2 mois. Si ça reste dans le 2 mois, au moment où, justement, le jeu est plus ouvert, puis... c'est sûr que l'arrêt de plus à ce moment-là peut faire la différence, mais il est plus crucial encore Vasilevski plus tard dans la saison. Ouais. Tu sais, l'année dernière, les Bruins de Boston disaient hey, ils n'auront pas Charlie McAvoy, ils n'auront pas Brad Marchand, ils n'auront pas ci, ils n'auront pas ça. Je pense que Gralchik était blessé aussi en début de saison, ce qui m'avait fait leur prédire une sortie des séries éliminatoires. Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Et ça n'a pas été un si grand problème. Je comprends que le gardien, c'est d'une toute autre importance. J'enchaîne. C'est d'une toute autre importance. Mais, c'est à l'école de communication Alexandre Gascon. Faites semblant de ne pas entendre. Comment enchaîner. Je pense qu'ils ont les ressources quand même pour se maintenir à flot malgré tout. Faudrait pas que ça se prolonge. Là. Bon, j'espère que vous aimez ça, le bleu et blanc, parce qu'il va en avoir pas mal dans vos faces. C'est quoi? Donc, vendredi soir, samedi soir et lundi à Toronto. À Toronto, les 3 prochains matchs préparatoires du Canadien. On sera là mardi matin pour en faire le débrief. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre nouvelle addition. Dans le métro tantôt, les gens me disent « Hey, bonne addition, bien joué. » Je fais « Ah, c'était mon idée. » C'est pas vrai. Non, c'est pas mon idée. Mais les gens t'interpellent dans le métro? Les gens m'interpellent, des gens que je connais, là. Pas des... Mon ami. Au métro Papineau, il y a du monde que tu connais, là, à la sortie, là, accroupi. Là. Je transite souvent par là. Non, mais c'est arrivé ce matin, un collègue qui m'a dit ça. Là. Ah, OK. J'ai dit, garde, c'est moi qui anime. C'est mon show. Parce que je suis comme ça. Je veux pas entendre parler des autres. Non, mais on est content. On est content. Merci d'être là. Merci d'avoir été là. Je rappelle que tu es affecté à la couverture du Canadien et de la LNH. Exact. Ouais. Comme lui, Alexandre Gascon. Merci infiniment, mon vieux. Un plaisir. Toi, il n'y a personne qui me parle de toi, jamais. C'est parce que les gens me tiennent pour acquis. C'est ça qui arrive. Ils savent que je suis comme un pilier. Et voilà. Un gros merci à Souli et Jack en régie. Bon week-end, tout le monde. On se retrouve mardi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.